Biram David, bonjour. Vous êtes diplômé en droit puis en histoire de l'université de Nouakchott puis de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Vous êtes également récipiendaire de nombreux prix et distinctions, parmi lesquels je cite le prix Frontline Defender, le prix des droits de l'homme de l'ONU et le prix Mémoire partagée à Bordeaux. Vous êtes également docteur honoris causa de l'université de Louvain en Belgique, c'était il y a quelques mois. Vous avez été shortlisté pour le prix Sakharov et un panel, je crois savoir, a planché une ou deux fois, c'est ça, sur votre candidature au prix Nobel de paix. Vous êtes également ami de personnalités de premier plan, notamment Jesse Jackson et Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un vibrant témoignage lors de votre dernière arrestation. Depuis les dernières législatives, vous êtes élu député de la République. Et le 25 mars dernier, vous annoncez votre candidature aux prochaines présidentielles. J'ai écouté votre discours, un projet de société assez ambitieux. Les écoles privées, par exemple, c'est l'un de vos axes principaux. Quel est le problème avec ces écoles? Salam alaikum wa rahmatullah. Nous, on voit que la Mauritanie, depuis sa fondation, sur des principes républicains, elle a été prise en otage depuis pratiquement 1978. Et depuis lors, c'est la régression dans tous les domaines. L'enseignement, l'éducation nationale a subi le tribut le plus lourd. L'arabisation a été un échec. Et les études, les formations ont été au rabais. Mais vous-même, vous êtes un produit de cette arabisation. Vous avez laissé un enseignement en arabe avant d'aller poursuivre dans des universités. Non, je suis la dernière promotion de l'enseignement bilingue, proprement dit. Donc j'ai fait mon entrée à l'école en 1973. Bon, chacun sait que quand la tête est malade, tout le corps va en souffrir. Et la tête de chaque société, c'est l'enseignement. C'est la formation des élites. Ce sont les compétences. Et nos écoles ne produisent plus des fonctionnaires formés, une formation digne de son nom. Et l'enseignement général a été totalement détruit, délaissé, délabré. Même les bâtiments de cet enseignement ont été bradés, ont été vendus, transformés en centres de commerce par le pouvoir qui veut maintenant se reproduire, faire SAMU d'une autre manière. Maintenant, il y a la séparation totale des communautés. Il y a les communautés aisées qui sont dans l'enseignement privé et il y a les communautés paupérisées, les plus nombreuses, qui sont délaissées dans l'enseignement public. On est entre nous. On va parler franchement. Quand vous dites paupérisées, ça veut dire que vous dites que les écoles publiques reçoivent tous les pauvres de toutes les ethnies ou reçoivent que les enfants haratins? Il y a une séparation nette que la majorité écrasante des populations haratines et noires, je dis bien la majorité écrasante, est maintenant confinée dans les écoles privées, dans l'échec scolaire, dans la délinquance, et l'élite du pays, en majorité arabo-berbère, met ses enfants dans les écoles privées. C'est pourquoi il y a une séparation communautaire à travers l'école, qui est visible et qu'on a pu vraiment percevoir, non seulement à l'UNI, mais à travers des témoignages de personnalités importantes du système actuel, dont Boïdjel El-Houmoui, qui a parlé. Et qui a fait ces diagnostics. Et qui a fait ces diagnostics, et qui l'a dit. Et il n'est pas le seul. Donc, et il y a eu l'expérience des écoles d'excellence, qui étaient des oui, écoles mixtes. Ça c'est un autre développement de l'ignominie dans notre pays. C'est que les écoles d'excellence, surtout les écoles d'excellence qui ont été mises en place par l'armée, sous la direction de l'actuel
candidat du pouvoir, Mohamed El-Ghazouani, ce sont des écoles d'excellence ségrégationnistes qui n'ont rien à envier aux écoles de l'apartheid. Parce que pratiquement, il y a une séparation des communautés. Il y a dans ces écoles d'excellence qu'une seule communauté. Et il y a l'absence totale ou quasi totale des autres communautés. Vous avez également dit que vous allez partir à la chasse des faux diplômes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout cela fait partie de cette corruption de l'enseignement, de cette nécessaire refonte de l'éducation. Depuis quelques années, depuis ces décennies de régimes dictatoriaux qui ont entamé leur mémuse sur la Mauritanie depuis 1978, on a pu assister à vraiment une entrée en force des détenteurs de faux diplômes dans la fonction publique et dans les hautes fonctions de l'État. Pourtant, vous le savez très bien, vérifier un diplôme, il suffit d'appeler le nom et le pictogramme qui est au dos du diplôme. Il n'y a aucune volonté de vérifier les diplômes. Il y a le témoignage d'un cadre du ministère des Finances sur les diplômes du ministre actuel des Finances, Ould Diaye. C'est un témoignage consternant. Et je sais qu'il n'est pas le seul. Et voilà, nous pensons que les faux diplômes ont commis, c'est un mal, c'est une gangrène, c'est un cancer dans la fonction publique et qui a participé à plomber tous les plans de développement dans notre pays. Dans votre discours de candidature, qui j'imagine préfigure votre programme de campagne, vous avez également parlé d'une révision de l'état civil, ou en tout cas d'un renforcement du contrôle de l'enregistrement dans l'état civil. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là? Je vais m'expliquer davantage. C'est que l'état civil, la manière, on a assisté à un recensement biométrique qui a été lancé, confectionné et qui continue à être pratiqué de manière discriminatoire pour certaines communautés composantes nationales. Le professeur Le Gourmand avait tiré la sonnette d'alarme dès le début, avec le mouvement de touche pas à ma nationalité, puis certaines anomalies ont été corrigées depuis. Donc, je ne pense pas que les corrections ont atteint le degré d'aspiration et le degré aussi de rétablissement de l'égalité des citoyens devant cette importante institution qui est l'institution du recensement. Je pense qu'il se compte encore beaucoup de pourcentages au sein des populations mauritaniennes qui ne sont pas recensées et dont les agents de recensement ont toujours des préjugés sur certaines catégories, sur certaines composantes de la population qui rendent des préjugés qui rendent difficile le recensement de ces catégories de population. Quand vous dites les catégories de population, c'est plutôt négro-africains, je pense plutôt que les Nord-Africains et les Haratines. Les Haratines également sont touchés. Les Haratines également sont touchés. Et non seulement ça, aussi les communautés mauritaniennes vivant à l'étranger. Toutes composantes, la diaspora, toutes composantes ethniques confondues aussi, vivent des difficultés énormes à cause de ce recensement qui n'est pas du tout équitable et qui n'est pas à la disposition, à la portée de toutes les catégories sociales. Je continue donc d'avancer dans le discours de candidature. Vous avez parlé d'un audit de la propriété de l'État. Audit, c'est-à-dire auditer contrôle, ou alors vous allez auditer ce qui appartient à l'État et ensuite, je n'ai pas compris comment vous... Tout ceci à la fois, on va bien sûr auditer et contrôler tous les avoirs de l'État, dont les biens meubles et immeubles. Parce qu'on a constaté que durant les régimes arbitraires qui ont dirigé la Mauritanie, beaucoup de dirigeants et de clans de dirigeants ont confondu les biens de l'État avec leurs biens propres. C'est des accusations graves. Non, c'est des accusations que j'assume. Le contrôle, certainement,
si nous arrivons au pouvoir, va être fait de manière transparente. Et nous pensons que le régime actuel qui tente encore de se reproduire pendant ces élections, a été accusé de toutes parts, même en son sein, de pratiques de ce genre. Et je pense que ça ne coûte rien à la République d'auditer et de clarifier. C'est juste que Biram président, est-ce qu'il va se lancer dans une opération de réconciliation nationale envers l'avenir, ou est-ce qu'il va aller fouiller dans le passé de chaque président pour le traîner en justice peut-être, ou pour porter atteinte à c'est ce qu'on vous reproche souvent, à l'unité nationale? Vous voulez plutôt aller vers la réconciliation ou plutôt fouiller dans l'audit, et s'il y a quelqu'un qui a détourné, vous le traînez devant la justice? Tout ce que je vais faire va relever de la justice transitionnelle. Ça ne va pas relever de la justice conventionnelle, ça va relever plutôt de la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle est indispensable à être mise en œuvre quand il y a l'absence de la justice conventionnelle. Et nous pensons que ça relèverait de l'indispensable transparence, l'indispensable vérité pour que les Mauritaniens puissent se ressaisir et puissent repartir sur une nouvelle base, pour un nouveau départ et une nouvelle refondation. Pour cela, il faut au minimum rendre toutes les gestions passées transparentes pour mettre le doigt sur le mal et pour corriger les situations. Le programme que vous avez donc décliné est un programme ambitieux, donc c'est un programme qui va coûter de l'argent. Vous avez dit que vous allez financer ça avec les revenus gaziers et miniers. Est-ce que cela implique une renégociation des accords déjà ratifiés entre la Mauritanie et les sociétés multinationales qui investissent dans notre pays? Absolument. Nous pensons que tous les accords dans tous les domaines de coopération économique avec nos partenaires doivent être renégociés. Parce que chacun sait que beaucoup de doutes, autour de ces accords a été soulevé ici et là. Vous faites référence de l'enquête de la commission américaine qui a enquêté sur l'entreprise Kinross en Mauritanie. Pas seulement ça, mais encore beaucoup d'autres zones d'ombre dans les accords, dans la coopération économique et financière entre la Mauritanie et ses partenaires depuis ces dernières décennies. Vous êtes élu, vous convoquez les pétroliers, les miniers, les gaziers, vous leur dites quoi exactement? Non, ce sont mes services de compétences qui vont d'abord tracer l'approche nécessaire et qui doit prendre en compte notre amitié, notre coopération, notre souci fort de maintenir et de développer la coopération avec tous ces partenaires, mais aussi un autre souci, c'est le souci qui est l'intérêt primordial du peuple mauritanien à s'approprier vraiment les bénéfices de son sous-sol et de ses richesses. On va marquer une petite pause. On va écouter Mme Kadiata Malik Diallo, députée UFP, surtout icône de la lutte des Noirs en Mauritanie. On l'écoute dans cette intervention. Ensuite, nous revenons tout de suite. La reconnaissance de l'existence d'un problème, c'est déjà un pas. Reconnaître qu'il y a problème. Parce qu'il ne faut pas que lorsqu'on dit qu'il y a des problèmes, qu'au niveau de l'État, qu'on nous dise non, l'unité nationale, Khat Ahmar. Alors si on dit Khat Ahmar, l'unité nationale, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont leurs problèmes. Au lieu de chercher à comprendre, si vous dites que c'est Khat Ahmar, ça veut dire qu'on ne veut pas régler les problèmes. Donc, lorsqu'on fait le diagnostic du problème, on touche à l'unité nationale, et l'unité nationale, Khat Ahmar, ligne rouge. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Je ne suis pas d'accord avec l'unité nationale, ligne rouge, dans le sens de bâillonner les gens qui veulent parler de l'unité nationale, les gens qui veulent se plaindre
de la cohabitation nationale qui est en leur défaveur et qui ne prend pas en compte leurs droits, notamment leurs droits culturels. Justement, parlons des droits culturels. Le Festival des villes anciennes, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, je pense que c'est une opération de propagande. Oui, mais pourquoi n'a-t-on jamais entendu, pourquoi n'a-t-on jamais entendu quelqu'un, par exemple, de la communauté des Haratin ou de la communauté négro-africaine dire nous aussi on a nos villes, nous aussi on a notre culture et on veut organiser un festival des villes anciennes? Non, je pense que ceux qui peuvent être audibles, on les bâillonne parce que ce n'est pas chaque jour que moi, par exemple, je suis reçu sur un plateau de télévision en Mauritanie, ça m'est interdit. Et je pense que ceux qui sont dans le giron du pouvoir parmi ces communautés, dont l'absence est notoire dans toutes ces manifestations culturelles, en tout cas l'absence de la prise en compte de leur propre culture, je pense que c'est dû à le rôle qu'ils doivent jouer au sein du pouvoir, c'est-à-dire accepter tout et faire un faux témoignage pour prouver que tout est marche. Et moi, je pense que néanmoins, il y a des partis, des mouvements militants qui réclament à corps et à cri les droits culturels, mais qui ne sont pas entendus. L'État reste sourd à leurs doléances. On a entendu dernièrement des rumeurs concernant la probable candidature de M. Samba Thiam, figure historique du mouvement des Flammes. Pensez-vous qu'il sera candidat? S'il n'est pas candidat, pensez-vous que cela va constituer un apport de voix pour votre candidat? Bon, votre candidature? Moi, je pense qu'il serait important qu'une personnalité historique comme Samba Thiam, qui a prouvé sa cohérence, prouvé ses forces convictions. Je pense qu'il est important qu'il soit parmi les candidats à l'élection présidentielle de 2019. Alors, Samba Thiam a réussi à fédérer autour de lui plusieurs personnalités de premier plan de la lutte négro-africaine, notamment Khan Hamidou Baba, Mamadou Alassane et d'autres encore. Vous avez déclaré très tôt votre candidature, à un moment où l'opposition cherchait un candidat unique. Je vais être honnête avec vous. Pourquoi vous avez échoué à réunir autour de votre candidature le reste des leaders de l'opposition? Moi, je pense que les oppositions sont différentes. Je pense que puisqu'il y a plusieurs partis d'opposition, plusieurs mouvements d'opposition, c'est qu'il y a plusieurs projets de société différents. Mais ils étaient à la recherche d'un candidat unique. Je n'étais pas parmi la coordination qui recherchait un candidat unique parce que moi, j'ai présenté ma candidature depuis janvier 2017. Et le projet de société que je veux défendre est un projet de société qui émane d'une trajectoire militante qui me concerne et qui concerne des milliers de Mauritaniens avec moi. Et nous avons notre propre conception de la société, notre propre conception du pouvoir. Et nous avons notre projet de société propre, ce qui ne nous empêchera pas de coordonner avec toutes les autres oppositions dans certaines phases de la confrontation avec le pouvoir. Justement, nous avons vu un échange d'amabilité entre vous et le candidat du parti Tawassoul, M. Sidi Mohamedou Boubacar. Il est venu à votre annonce de candidature, vous êtes venu à son annonce de candidature. Est-ce que cela préfigure un accord de désistement amitié ou en tout cas de soutien dans la perspective d'un second tour à la présidentielle de juin prochain? On n'a pas encore discuté la perspective de deuxième tour, mais je sais que notre mot d'ordre à nous, autour de la candidature, la coalition autour de la candidature de Biran Dahabé, notre mot d'ordre est de coaliser et d'unir toutes les tendances opposées au candidat du pouvoir actuel, au candidat de Mohamed Abdelaziz, qui est Mohamed El Ghazouani. Donc, c'est un mot d'ordre qui est déjà en marche
et nous discuterons au fur et à mesure des problèmes qui se posent, comme celui du deuxième tour. Et selon vos informations, selon les échos que vous avez de vos militants et surtout de votre antenne à l'intérieur du pays, vous pensez arriver devant ou derrière Sidi Mohamed Boubacar? Nous pensons qu'il y aura un deuxième tour. Et c'est l'essentiel pour nous. L'essentiel pour nous et notre point focal, c'est que tous les candidats d'opposition fassent le maximum d'efforts pour recaler le candidat du pouvoir et de la reproduction du système de Mohamed Abdelaziz pour un deuxième tour. C'est ça notre objectif pour le moment. Et je pense que nous sommes en droit d'espérer que ce sera possible. Comment allez-vous réussir à verrouiller à l'intérieur de l'opposition l'accord qui se dessine déjà? Comment pouvez-vous empêcher l'un des candidats de l'opposition à rallier le candidat Mohamed Ghazouani à la dernière minute au cas où il y ait second tour? Bon, le cas est déjà arrivé. Le cas est déjà arrivé. On a déjà vu des candidats de l'opposition rejoindre le candidat de la majorité entre les deux tours. Bon, moi j'ai déjà dit auparavant qu'il y a plusieurs formes d'opposition. Il y a plusieurs tendances d'opposition. Il y a des oppositions à des hommes, il y a des oppositions par défaut et il y a des oppositions de principe. Toutes les personnes qui sont mises, tous les mouvements, tous les partis, tous les candidats qui sont mis par des oppositions de principe se retrouveront certainement dans le même camp au deuxième tour. Mais les autres oppositions, par exemple aux personnes, les oppositions de notre genre, il n'est pas étonnant pour nous qu'ils se retrouvent avec le candidat du pouvoir. Je vais vous contraindre à faire un petit exercice de politique fiction. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais quand même vous le faire. L'idée est la suivante. Mohamed Ghazouani arrive au pouvoir. Pendant toute sa campagne, il a déjà dit et il continuera de dire que c'est le candidat du consensus. Si jamais il veut prouver que c'est le candidat du consensus et qu'il veut former un gouvernement d'union nationale auquel il vous invite à y figurer en vous donnant de larges pouvoirs, imaginons le ministère des Affaires étrangères par exemple, quelle serait votre réaction? Mohamed Ghazouani n'est pas un candidat du consensus. Il ne l'a pas prouvé, il ne l'a même pas dit de manière claire et nette. Il est le candidat de son mentor, de son ami de 40 ans, de son compagnon de toujours, Mohamed Abdelaziz. Nous pensons que les personnes qui avaient vendu l'idée qu'il y a eu un coup d'État blanc lors de l'échec de la dernière tentative de déverrouiller les articles de la Constitution concernant le troisième mandat, ceux qui ont dit qu'il y a eu un coup d'État blanc, qu'il y a Mohamed Ghazouani avec une équipe de militaires de haut gradé qui ont stoppé, qui ont mis fin au pouvoir de Mohamed Abdelaziz et que Mohamed Abdelaziz est devenu un figurant et qu'il est totalement écarté. Je pense que ces personnes n'ont pas pu vraiment prouver sur le terrain ce qu'ils ont dit, parce qu'on a vu que la CENI d'abord, qui était depuis toujours une CENI à peu près indépendante quand même dans la forme, lorsque le pouvoir de Mohamed Abdelaziz a accepté de nommer en 2009 un président de la CENI qui est de l'opposition, lorsqu'il a accepté de nommer en 2013 un président de la CENI qui est aussi de l'opposition. Mais cette fois-ci, on voit que les pouvoirs publics s'accrochent à une CENI acquise à Mohamed Ghazouani. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous avez été absent lors de la constitution de cette CENI. Il y a eu un dialogue. Vous, l'opposition, pourquoi vous n'avez pas participé au dialogue pour former la nouvelle CENI? L'opposition, on n'a pas permis à l'opposition de participer à cette CENI passée, mais la CENI, on peut toujours la changer. À 2 mois de la présidentielle? À 2 mois de la présidentielle, on peut bien la changer jusqu'au 15 avril, on peut changer la constitution. La loi le permet. Et ça a été fait auparavant. Une fois même, les élections ont été reportées. Ah, vous souhaitez cela? Vous souhaitez cela? Si on reporte la présidentielle, ça va changer tout le calendrier. C'est un exemple que je donne. Pas reporter la présidentielle, mais accepter de changer la CENI selon la loi qui a mis en place la CENI, qui dit qu'une partie de la CENI doit être partagée de manière équitable entre l'opposition et le pouvoir.
Actuellement, sur quelle base? Sur la base de l'Assemblée nationale, sur la base de la représentativité parlementaire? Sur la base de beaucoup de paramètres, même sur la base de candidature aux élections présidentielles. La CENI, c'est un outil d'élection et nous partons aux élections. Les candidats indépendants ou de partis politiques doivent avoir leur mot à dire sur leur représentativité dans la CENI. La CENI ne doit pas représenter un seul candidat comme cette CENI actuelle. Vous souhaitez donc, vous avez des réserves sur certains membres de la CENI ou vous souhaitez qu'ils soient conservés et vous souhaitez son élargissement? Non, on souhaite que la CENI soit totalement changée. Y compris le président de la CENI? Ça dépend des rapports de force. Ça dépend de qui va proposer la reconduction de ce président. Je n'ai pas un problème personnel avec ce président, mais je pense que la CENI doit prendre les formes qui sont dessinées par la loi, ce qui n'est pas le cas actuellement, car tous les membres de la CENI, sauf les représentants de l'APP, ont déjà fait allégeance à Mohamed Ould Ghazouani. Donc, je pense que la CENI doit le fait que le pouvoir n'a pas le courage d'orchestrer et d'accepter ce changement dans la CENI qui est conforme à la loi, veut dire que le pouvoir n'est pas en confiance. Oui, mais je vais être honnête avec vous. Vous savez ce qui se dit du côté du pouvoir? Il se dit que vous, pas Biram Da'abed, vous, l'opposition, votre logiciel de mouvement a été façonné autour du troisième mandat. Vous étiez totalement sur les starting blocks pour le troisième mandat. Le président Mohamed Abdelaziz vous a pris de court en renonçant au troisième mandat. Du coup, vous vous êtes retrouvé sans candidat unique, sans perspective, et à 2 mois de l'élection, à demander les changements de la CENI, alors que vous avez eu 5 ans pour préparer tout ça. Ça dépend de quel courant vous parlez. En tout cas, le courant de la coalition autour de la candidature de Biram Da'abed, nous, on n'a jamais tergiversé. Nous avons toujours été égal à nous-mêmes. Notre candidature a été présente depuis 2014 et on a réitéré qu'elle sera présente dans toutes les échéances présidentielles jusqu'à la victoire. C'est pourquoi nous ne sommes pas entrés dans ces conciliabules. Mais il est important que des partis d'opposition qui avaient toujours coordonné, comme le FNDI, qui avaient toujours coordonné dans le cadre d'une opposition, ça va de soi que ces partis coordonnent aussi face à une échéance importante comme les élections présidentielles. Et le fait que ces partis n'ont pas réussi à avoir un seul candidat, je pense que ce n'est pas la fin du monde. En effet. Vous êtes élu président de la République, est-ce que vous allez dissoudre l'Assemblée nationale? Oui. Je dissoudrai l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez l'intention de former un gouvernement d'union nationale? Nécessairement, je formerai un gouvernement d'union nationale parce que... De large union nationale qui ira jusqu'à l'IPR, par exemple? De très large union nationale parce que nous sommes appelés à réconcilier tous les Mauritaniens. Et nous sommes appelés à faire une conférence nationale sur la réconciliation, sur la refondation de la Mauritanie. Je pense que dans ces moments solennels, on ne peut pas faire place à la bipolarisation entre majorité et opposition. Ce sera le moment des discussions. Ce sera le moment de la méditation de tous. Et ce sera le moment de faire un véritable virage pour que la Mauritanie prenne les rails d'un État uni dans toutes ses communautés, d'un État transparent dans la gestion de ses biens économiques, d'un État capable de respecter ses martyrs, tous ces martyrs, et de leur faire la mémoire nécessaire. Un État capable de prouver la capacité de ses fils et de ses filles de dépasser les dissensions politiques, les disparités ethniques pour une unité nationale véritable pour l'avenir du pays. Biram Da'abed, merci beaucoup. Je vous remercie.